Bonjour chers auditeurs, merci d'être là pour ce podcast Un poids dans la tête. Aujourd'hui, je peux dire ton prénom, je reçois Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du rapport au corps. Est-ce que dans un premier temps, Mathilde, je pourrais te demander de te décrire physiquement ? Comment tu te décrirais si tu te voyais dans la rue, comment tu te décrirais ? Ah, c'est pas facile comme question. Je sais, on commence bien. C'est ça. Bim. J'ai les cheveux blonds, colorés, décolorés plutôt. C'est hyper dur. Généralement, quand je marche dans la rue, je marche relativement vite parce que j'ai plein de choses à faire et parce que j'aime pas non plus forcément que les gens me regardent non plus. Et j'aime bien être habillée assez féminine quand même. J'aime bien mettre des talons, j'aime bien me balader en robe. Mais en tant que femme, on a souvent des réflexions dans la rue quand on s'habille comme ça. Donc généralement, je passe assez vite comme un éclair. Et voilà, je pense que... Donc rien sur ta taille, rien sur, je sais pas, la largeur de tes épaules, tes yeux, non. Quand je me balade dans la rue, c'est pareil, j'ai le regard fuyant parce que je veux pas forcément si, imagine croiser le regard. Tu commets un crime et il y a quelqu'un qui dit si, je l'ai vu, c'est elle. Et puis, tu sais, il y a les dessinateurs là, qui doivent refaire. Donc, imagine, c'est toi qui as commis le crime. Alors, dans cette façon-là, on reprend sur le blond, les cheveux blonds décolorés, les yeux bleu-vert, des bonnes joues. Encore de près dans la moyenne, je dirais. C'est quoi être dans la moyenne ? Je dirais ni maigre, ni enveloppé, entre les deux, quoi. 1m67. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu te trouves jolie ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend si je suis... comme je dis, si j'ai des artifices, si je suis maquillée, si je suis bien habillée, je peux me trouver jolie. Ok. Donc sans tout ça, tu ne te trouves pas jolie ? J'ai du mal. Ok. Ça marche. Et du coup, donc, le thème donc, de ce podcast, c'est le rapport au corps chez les femmes. Est-ce que tu dirais que tu as un bon rapport au corps, du coup ? Pas forcément. Après, beaucoup mieux qu'à une époque. C'est sûr que ça a beaucoup évolué, mais ça reste quelque chose de difficile et qui reste, je pense, toute sa vie une fois qu'on a eu une blessure par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu dis que c'est mieux qu'à une époque ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quand j'étais petite, j'étais allergique à plein d'aliments et une longue liste. Donc, j'étais toute fine. Je faisais des défilés de mode, de la danse classique. J'étais très mignonne, petite. Et j'avais l'habitude d'être complimentée aussi, de l'être. Et vers l'âge de 10 ans, les allergies sont passées. J'ai commencé à goûter pour la première fois à des gâteaux, à des yaourts, parce que j'étais allergique au gluten, au lait de vache, au conservateur. Voilà. Pour la première fois de ma vie, je goûte à ces aliments-là. Il y en a que je déteste, tels que les bonbons, parce que c'est un goût trop chimique à mon goût. Et il y a d'autres trucs que j'adore découvrir, les pâtes... le pain, enfin voilà, mais c'est des choses aussi qui font vite prendre du poids. Et donc le corps n'ayant en plus pas l'habitude d'assimiler ce genre d'aliments, j'ai pris pas mal de poids en peu de temps. Et évidemment, c'était juste avant d'arriver au collège, donc pas forcément la meilleure période. Le bon moment. Le bon moment, exactement. Tu dirais que tu étais en surpoids, que tu étais grosse, ou est-ce que c'était juste ta vision qui te faisait penser que tu étais pas bien en fait ? J'étais pas forcément en surpoids, mais j'étais bien rondelette et j'ai pas de bol parce que je prends principalement dans les joues et là j'avais vraiment des sacrées joues, des belles joues d'hamster. Okay.
Et sinon, T'es arrivée au collège? j'arrivais au collège, ouais, en sixième. J'ai commencé à me prendre des réflexions par rapport à mon poids Des filles? de la part des élèves. Des filles et des garçons? Ouais, les deux. Ok. Et C'était quoi comme genre de réflexion? voilà, c'était oh, regarde celle-là, comment elle est grosse, en plein cours, juste D'accord. derrière moi, par exemple, Ok. deux garçons dans la classe qui sont en train de discuter. Ah, t'as vu son gros cul? Enfin voilà, des choses super sympas, quoi. Ah ouais. Ouais. Vas-y. Ok. Et donc, bah, ça aide pas du tout à se construire correctement, on va dire. C'est très difficile à vivre. Et en fait, dans ma classe, il y avait une autre fille qui était, pour le coup, beaucoup plus ronde que moi, mais qui avait une force de caractère beaucoup plus grande aussi que moi. Et donc, les camarades ont essayé de l'emmerder dès le début aussi, sauf qu'ils se sont pris une patate rapidement. Parce que toi, justement, quand t'as entendu, par exemple, cette réflexion de ces deux garçons-là, tu n'as rien dit? Tu t'es pas retournée? Non. Ok. Ah, j'étais figée complètement sur place, enfermée. Je m'enfermais encore plus, en fait. Plus j'entendais ce genre de réflexion, plus je m'enfermais à l'intérieur de moi-même, en fait. Ok. Plus j'avais envie de devenir invisible, qu'on me voit pas, que je disparaisse de ce monde. Et du coup, cette fille dont tu parlais, donc qui, elle, avait mis une patate à quelqu'un, Ouais. elle, c'était ta copine? Ça arrivait qu'on discute un petit peu. Après, on n'a pas été forcément très copines, mais on n'avait pas une mauvaise entente en tout cas. Et j'ai trouvé ça super qu'elle ait cette force de caractère. Et puis jamais personne n'est revenu l'embêter derrière. Et je me disais, il me faudrait le même comportement. Mais j'avais du mal, j'étais très introvertie, très timide. J'avais fait le CM2 à la maison parce que début CM2, avec harcèlement scolaire aussi, je me suis fait coincer par une dizaine d'élèves, taper dessus, enfin voilà, tout début CM2, ce qui fait que après j'ai fait le CM2 à la maison et donc je reprenais de nouveau le chemin de l'école traditionnelle en sixième. D'accord. Donc, encore une fois, s'intégrer aux autres était chose compliquée pour moi. Et en CM2, ce harcèlement scolaire, les réflexions que tu te prenais, c'était par rapport aussi à ton corps ou est-ce que ça n'avait rien à voir? Alors, je ne sais pas si ça avait à voir. En tout cas, je sais qu'il y avait le côté 10 aussi, parce que comme j'ai la dyspraxie, le fait que des fois d'avoir un tiers-temps supplémentaire à l'éval, ce genre de choses, ça, voilà, une différence que les élèves n'apprécient pas forcément. Après, petite... je pense que le fait que j'étais assez mignonne a joué sur le fait que ça n'a pas été facile pour s'intégrer. D'accord. Okay. La différence, tu veux dire? Parce que là, tu dis tout à l'heure, parce que quand tu t'es décrite, enfin quand tu as décrit le début de ta vie, tu as dit quand tu étais petite, donc tu avais des difficultés à manger parce que tu avais des allergies, etc. Et après, tu as dit que tu avais pris du poids et t'as dit que quand tu étais petite, tu étais mignonne. Et est-ce que du coup il y a un lien? T'étais comment? Je veux dire, physiquement, t'étais mince, t'étais maigre, t'étais comment? J'étais assez fine, toute fine, brune, avec des grands yeux bleus. Du coup, tu penses qu'il y a un lien entre le fait que tu étais mince et la beauté? Parce que en fait, c'est cette impression que ça m'a donné tout à l'heure. Je t'ai pas coupé, mais j'ai eu cette impression que vraiment, t'étais mince, t'étais belle, et pouf, dès que ça s'est terminé, il y avait plus de beauté, tu vois? Ouais. Bah, je pense que ça a joué pour moi sur mon regard sur moi-même et puis notamment aussi comme je faisais des défilés de mode, danse classique, tout ça, c'est un peu tout ce qu'on voit des stars et de ce à quoi on veut ressembler. J'étais très déjà dans l'envie d'être dans le milieu artistique très jeune et donc pour moi, l'apparence avait une importance déjà assez jeune. Et cette apparence devait être dans la minceur, du coup? Ce qu'on nous montre à la télé. Ok, donc du coup, il y a eu donc ce harcèlement en CM2, tu reviens à l'école, finalement, c'est à nouveau du harcèlement? Oui. Pour ton poids? C'est ça. Et donc, comment ça a évolué, tout ça? Alors... c'était très difficile en cours, mais après en récréation, choses comme ça. En sixième, je m'entendais super bien avec les troisièmes, donc j'étais un peu protégée par les troisièmes. Okay. Donc ça a été
La 6e, ça s'est pas trop mal passé grâce à ça. Après, quand les 3e se sont partis, voilà, ça a été compliqué parce que du coup, même les temps de pause, récréation, quoi, je me retrouvais avec forcément mes camarades. Donc, j'essayais de fuir un peu, bibliothèque, tout ça. Enfin, mais la 5e a été super dure, beaucoup plus dure encore que la 6e. Donc, ce qui fait que fin 5e, vacances scolaires, les grandes vacances d'été, j'arrive au stade du ras-le-bol. Je n'en peux plus, je veux perdre ce poids à n'importe quel prix. Donc, je me retrouve en colonie de vacances. J'adore les colonies de vacances. Colonies de vacances de musique. Donc, je suis aussi avec des personnes qui ont la même passion que moi, avec qui je m'entends bien, où j'arrive à m'intégrer avec des gens de mon âge parce qu'il y a cette passion commune qui est la musique. Et en même temps, je suis assez gourmande, mais j'ai cette idée de vouloir perdre du poids et je déteste tout ce qui est cantine et tout ça parce que j'ai une famille qui cuisine plutôt bien, où j'ai mangé bio, enfin tout ça. Ouais, tu as l'habitude de manger des bonnes choses, quoi. C'est ça. Donc une purée, pour moi, c'est une bonne purée de patates écrasées et c'est pas une purée mousseline, par exemple. C'est pas la même chose. Exactement. Donc très facile en colonie de vacances pour moi de pas être tentée par la gourmandise parce que rien ne me tente plus que ça. Donc je ne mange quasiment pas pendant 2 semaines. Et tu avais faim ? Un peu au début et très vite, en fait, la faim disparaît. Plus on mange, plus on a faim. Moins on mange, moins on a faim, en fait. Et là, tu parlais de gourmandise, en fait. Tu as dit que c'était facile de ne pas être gourmand, mais là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'était facile de ne pas manger, en fait. Ouais, c'est un peu dur, en fait, au début. Et très vite, en fait, l'estomac s'habitue, se rétrécit. Donc, c'est vraiment, on va dire... le premier, deuxième jour qui est difficile, en fait, très vite. Et c'est là où ça devient dangereux par rapport à l'anorexie ou quoi, c'est qu'on peut très vite basculer sur le fait de ne plus ressentir cette faim, donc plus ressentir le besoin, en fait, de s'alimenter. Et du coup, donc, tu as commencé à donc, ne plus manger, tu mangeais plus du tout ou tu sautais le repas du midi ? Comment ça se passait ? Je mangeais quasiment rien, je mangeais un bout de pain, une toute petite tranche de pain dans la journée. Et tu as fait ça, donc, la colonie de vacances, c'était en été ? Ouais. Donc t'as fait ça tout l'été ? Ouais, j'ai fait ça, ça a duré 2 semaines à peu près, donc j'ai fait ça pendant les 2 semaines. Après, j'avais une autre colonie de vacances d'1 semaine, 2 semaines où j'ai refait la même chose. À la maison, je voulais pas inquiéter la famille ou quoi, alors je mangeais, mais je mangeais vraiment le strict minimum pour pas qu'on se rende compte du problème, mais qu'en même temps... c'était difficile de remanger aussi, donc j'essayais de manger vraiment le strict minimum pour pas alerter. Mais là où j'ai continué à perdre du poids, c'était à 2e colonie de vacances, pareil. Et puis mes parents s'inquiétaient quand même un peu de voir à quel point j'avais perdu aussi en colonie de vacances. Oui. Mais c'était facile de dire que voilà, c'est parce que l'alimentation me plaisait pas là-bas. Et de pas du tout parler du problème moral, on va dire, de l'harcèlement qu'il y a pu avoir à l'école, à quel point j'avais pas envie de retourner, de commencer la 4e avec des réflexions. Ce qui fait que j'ai perdu 10 kilos en 2 mois d'été et en même temps, j'ai dû prendre 5 à 10 cm. Enfin, j'ai grandi en même temps, j'étais en pleine croissance. Donc, les réactions à la rentrée, c'était « Oh, mais c'est toi ? C'est Mathilde ? Oh, mais qu'est-ce que t'as changé ? T'es devenue belle. » Allez, bim. Voilà. Ok. D'accord. Et du coup, donc à la rentrée, tu arrives et tu ne manges toujours pas ? Non, en plus, ça tombe bien, j'ai la cantine le midi, donc je mange pas le midi. Je mange le soir, toujours pour pas inquiéter mes parents, mais un peu à contre-cœur de manger. Manger devient difficile, Le matin, je mange pas parce que j'ai l'habitude de pas manger le matin. Le midi, je mange pas. Il y a que le soir où je mange, mais où c'est difficile parce que chaque bouchée, en fait, devient dans le cerveau une bouchée de calories, de graisse, je voyais à travers la nourriture tout ce... Ton ennemi, quoi. Ouais, complètement. C'était devenu habituel de me peser tous les matins, de me peser tous les soirs, de vérifier que je reprenais pas 1 gramme. Dès que je voyais qu'il y avait 100 ou 200 grammes que je prenais, c'était crise de larmes, inquiétude, angoisse. Et comment tu t'habillais ? Est-ce que tu t'habillais de la même manière qu'avant ou est-ce qu'il y a quelque chose qui avait changé, du coup, à cette époque-là ?
Non, je m'habillais à peu près pareil. Très féminine, comme tu décrivais tout à l'heure. Alors, pas sixième. Ouais, sixième, je m'habillais avec des vêtements plutôt larges quand même. Cinquième, j'étais plutôt. Je commençais à avoir ce côté un peu rock que j'ai continué à affirmer. Quatrième, troisième, plutôt jeans déchirés, Doc Martens. Ok. Ouais, plutôt une allure rock à l'époque. Et du coup, donc t'arrives en quatrième, les gens te disent ah ça y est, t'as changé, t'es belle. Comment tu réagis? Comment ça se passe pour toi dans ta journée? Est-ce que tu te fais des nouveaux amis? Est-ce que t'avais des amis d'ailleurs? Comment ça se passait? Je suis super contente qu'on me dise ça. Et je décide non seulement d'avoir changé par rapport au corps, mais je souhaite changer aussi par rapport à ma personnalité, à qui je suis, et ne plus être introvertie. Et à l'inverse, réussir à me faire des amis cette année-là. C'était vraiment l'objectif d'arrêter d'être mise de côté. Et donc, je cherche à me faire des amis, à communiquer avec des gens de mon âge, alors que je m'entends beaucoup plus avec les lycéennes avec qui je m'entendais quand j'étais en sixième. Et ça a donné quoi tout ça? Et ça a donné que ça a marché, mais que je jouais entièrement un rôle, en fait, que je m'amusais à mettre le bazar en classe avec eux, que je cherchais par tous les moyens qu'on me voit, que je sois intégrée parmi la bande des populaires, comme on dit. Et c'était le cas, ça a marché, mais j'étais pas du tout moi. Okay. Comment tu le vivais, ça? Tu t'en rendais compte à l'époque? Je m'en rendais pas compte au début, mais au fur et à mesure, je voyais bien le décalage et la difficulté, et de toujours devoir paraître et pas être. Et du coup, justement, ce paraître, comment il a évolué? Tu continues à entre guillemets, ne pas manger pendant combien de temps t'as fait ça? Ça a été très compliqué toute la quatrième et toute la troisième, où je me pesais tous les jours, où je sautais le repas du matin, du midi, et que il y avait que le soir. En journée à la nourriture ou à ton corps, tu y pensais en journée, ou c'était quelque chose que tu avais complètement occulté du reste? Non, j'y pensais pas plus que ça. C'était devenu mon quotidien, c'était devenu naturel de faire attention à mon poids. Et en fait habituel de se peser tout le temps, alors que ça ne devrait pas être à ce point. Oui, mais je me rendais pas compte à quel point en fait c'était toxique d'être à ce point omnibulé par son poids au gramme près, quoi. Et tes copines, tes copains, ils étaient comment par rapport à ça? Ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose? Ils étaient comment, eux? Non, parce que c'était pareil en fait. La plupart des filles populaires étaient toutes fines. Alors certaines mangeaient énormément et avaient ce qu'on peut dire à l'époque, la chance de pouvoir manger autant et d'être très fines, et les autres faisaient attention aussi à l'apparence, en fait. Très jeune, finalement. Dans l'anorexie, ou est-ce qu'elle faisait juste attention mais elle mangeait quand même? Je pense qu'il y avait des deux. Il y avait plusieurs profils. Plusieurs profils par rapport à ça. Et après, c'est un petit peu passé au lycée, d'autres problèmes dans la vie qui font qu'on oublie un peu finalement de ce genre de choses. Tu veux dire que tu as eu des traumas qui ont fait que tu as mis ça de côté? Ouais, j'ai mis un peu de côté finalement d'être à ce point à cheval sur mon apparence, sur mon poids. J'ai mon père qui a eu un cancer, donc j'étais plus trop occupée à me peser tous les jours. J'étais complètement sur autre chose. Et tu remangeais? Je remangeais à peu près normalement. Après, je faisais encore un peu attention, mais je remangeais à peu près normalement à cette époque-là. D'accord. Après, là où j'ai replongé, ça a été quand j'étais en formation de comédie musicale. J'ai 19 ans. Non, 17 ans. J'ai 17 ans, je suis en formation de comédie musicale, ma deuxième année au cours Florent, et je veux tellement devenir danseuse, je veux tellement réussir
et que forcément j'ai en tête aussi, je suis fan de danse classique, donc toutes les danseuses opéra, à quel point elles ont la ligne, à quel point elles sont minces. Et j'avais même lu un article qui disait que pour être à l'opéra, il fallait avoir moins 20 de sa taille, c'est-à-dire je faisais 1m67, donc 47 kilos. Donc l'objectif, c'était 47 kilos. Qui a dit ça? Quel magazine? Je ne me rappelle plus, mais je me rappelle avoir lu ça, et du coup, c'était devenu mon objectif à nouveau d'atteindre à tout prix ces 47 kilos. Ça te faisait beaucoup à perdre? Je devais être aux alentours de 50-51, donc pas énorme, mais quand même énorme en fait. Quand t'es dans ton poids normal, ça fait beaucoup. C'est ça. Et donc je repars me nourrir très peu. Je vis seule, j'ai mon appartement, donc personne pour voir ce que j'ai dans l'assiette. Donc ça me prend une lubie de 1 mois, 2 mois, où je mange une pomme le midi, une pomme pote à 4 heures, et c'est tout. Wow. Et du coup, alors, j'allais dire tu le vivais bien, j'imagine que non, mais je veux dire, comment tu étais par rapport à ton corps à ce moment-là? Est-ce que toi, tu l'aimais ton corps, ou tu avais juste cet objectif? Comment ça se passait? Le pire, c'est le pire moment où je me suis vue dans mon corps, c'est quand j'avais 14-15 ans, les fameuses colos, où j'ai perdu beaucoup de poids. Il y a un moment où j'ai des photos que je revois maintenant. J'étais très, très mince, voire maigre. Ouais. Quand je vois les photos, vraiment, on voyait très facilement les os, quoi. Et tu te rendais pas compte à l'époque? Et je me rendais pas compte à l'époque. C'est l'époque où je me trouvais la plus grosse possible. Ça, c'est là qu'on se dit vraiment, il y a un truc mentalement qui fait qu'il y a un filtre complet, quoi, parce que je voyais que du gras autour de moi, alors que j'avais rien à ce moment-là. Enfin, c'était un déclic après plusieurs années, quand j'ai revu la photo et quand je me rappelle à quel point comment je me voyais à ce moment-là, que c'était un peu un choc. Mais sur le moment, je ne me rendais pas du tout compte. Après, quand c'était au cours Florent, j'étais omnibulée par ces 47 kilos, donc je mangeais peu. Oui, je les ai atteints, mais chaque fois je désespérais parce que je remontais très très vite, 48, 49, je redescendais à 47. Et quand tu les atteignais, comment tu te sentais? T'étais satisfaite, ou est-ce que c'était... comment tu te sentais? J'étais satisfaite, mais pas entièrement en fait. Satisfaite de les avoir, mais je trouvais que j'avais pas assez d'abdos. Pareil, je faisais des abdos matin, midi et soir. Je trouvais que ça se voyait pas assez. En même temps, quand on mange pas, on peut pas forcément faire du muscle non plus, mais ça, c'est pas quelque chose où je m'en rendais compte à ce moment-là. Au final, tu passais quand même beaucoup de temps du coup à t'occuper de ton corps et ton apparence, quoi. Oui. Ok. En plus, école de danse, donc on dansait toute la journée. Problème avec la dyspraxie, où des fois je voulais pas que ça se voit par rapport à mon handicap et la coordination des mouvements, donc je dansais encore plus que mes camarades, parce que je répétais le soir énormément. Plus l'importance pour moi d'avoir corps de danseuse à tout prix, donc à faire énormément, à être avant tout le monde, d'arriver en cours pour pouvoir faire ma séance d'abdos, d'étirements, de tout ça. Et du coup, alors ça, c'était les cours Florent. Après, tu en étais partie. Comment ça a évolué après, une fois que parce que, donc là, t'avais 16-17 ans, je sais plus quel âge tu m'as dit. 17, ouais. 17. T'es partie des cours Florent, c'était à 18 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, à 18. Et du coup, quand t'es partie, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, le rapport au corps, est-ce qu'il avait évolué du coup? Est-ce que tu t'es remise à manger? Enfin, comment ça s'est passé? Justement, par rapport au fait que la comédie musicale, ça un peu... ça n'a pas abouti. Que, entre guillemets, dans ma tête, de toute façon, je ne deviendrai pas danseuse. J'ai lâché l'affaire par rapport à mon corps, à être autant dure avec mon corps. Je me suis lancée dans les livres à ce moment-là. Et donc, j'ai appris à lever un peu le pied. Après, c'est toujours resté de faire attention quand même. Voilà, j'avais pas non plus envie de reprendre trop de poids. Donc, j'étais moins exigeante, mais toujours dans la vigilance de pas forcément reprendre trop de poids. Par rapport à la nourriture, tu veux dire? Ouais. Et le sport, du coup, tu faisais toujours tes abdos matin, soir? Ouais. Après, j'ai diminué au fur et à mesure. Il y a un moment où j'ai arrêté de faire du sport. Et puis
Puis maintenant, ça refait un peu partie aussi de mon quotidien, mais parce que c'est important aussi, ça fait du bien de se dépenser en fait. Ouais. Mais ça reste toujours en fait l'inquiétude du poids, c'est juste je me fiche la paix un peu plus quoi. Mais forcément dès qu'on voit qu'on fait un peu moins attention, moins de sport, bien manger, très vite en mode bon, va falloir que je fasse attention. Cette phrase-là revient assez rapidement. Peur à chaque fois en fait. Ouais. Okay. Peur de reprendre du poids, de reprendre trop de poids. Et aujourd'hui, tu le décrirais comment ton rapport au corps du coup? Parce que, alors si je puis me permettre, quand j'ai commencé à te dire de te décrire, ça a été très compliqué. Ça donne l'impression que tu n'es encore pas hyper contente de toi, de ton corps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'aimerais être plus musclée et récupérer des bons abdos, ça c'est sûr. En même temps, j'ai pas le temps d'aller à la salle et de faire tant de sport que j'aimerais, donc je me fiche la paix quand même par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses que tu t'aimes? Ça dépend quelle partie de moi. Tu te trouves belle? Quand je suis bien habillée, bien maquillée, avec des artifices, ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a... parce que là, donc, c'est quand même, on a abordé le sujet de l'anorexie, qui est quand même pas rien. Aujourd'hui, tu penses que c'est en dehors de ta vie, ou est-ce que tu penses qu'il y a un risque que tu replonges un jour? Non, je pense que j'y replongerai pas. Après, on va dire, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile, une rupture, choses comme ça, où je peux ne pas m'alimenter pendant une semaine, 2 semaines, parce que c'est vachement dur par rapport lié à l'émotionnel, où c'est assez violent et je n'arrive pas à m'alimenter. C'est pas un objectif de perdre de poids, du coup. Mais c'est pas un objectif de perdre de poids, donc je sais que je vais me réalimenter normalement assez vite. Puis maintenant, j'apprends à apprécier de cuisiner sain, mais de cuisiner à ton goût. Voilà, aussi de manger à ma faim, manger les bonnes choses. T'aimes manger? Ouais. Et est-ce que dans ta vie, il y a des parties de ton corps qui étaient des complexes aussi, ou peut-être aujourd'hui? Oui, tout à fait. Mon ventre avec les abdos, toujours. Je dirais aussi un peu les cuisses, parce que les danseuses, on les voit toujours avec des grandes et longues jambes. Donc, ça reste ta référence, les danseuses, ouais. Beaucoup. Si tu décrivais la femme idéale au niveau de la beauté à ton goût, en fait, le corps idéal, ce serait quoi? De comment j'aimerais être, je dirais un peu comme pas mal d'actrices qu'on peut voir à la télé dans des séries comme Undo Stress. Je sais pas s'il y en a qui ont la référence, forcément des danseuses. Je connais. Voilà. Même avec le décalage, je connais. Charmed aussi, les actrices de Charmed. Je dirais que c'est un petit peu ce à quoi j'aimerais ressembler. Est-ce que tu penses que les gens dans ton entourage, ils savent cette difficulté que tu as avec ton corps, le fait que tu t'aimes pas forcément sans artifice, comme tu me le dis? Est-ce que les gens, tu penses qu'ils savent autour de ton entourage proche? Entourage proche, oui. Après, les autres, je pense justement qu'ils ne voient pas qu'il y a aussi des complexes, parce que souvent mes amis un peu moins proches me disent que je suis trop jolie, mais elles voient pas forcément que... Parce qu'elles parlent de leurs propres complexes, mais c'est comme si j'avais pas le droit d'en avoir, alors que si, j'en ai aussi. Après, un autre complexe que j'ai, et que j'ai dépassé parce que j'ai fait de la chirurgie pour, et donc ça m'a permis aussi de me sentir mieux dans mon corps. C'est la poitrine, parce que j'ai une toute petite poitrine plate et au bout d'un moment c'était dur par rapport à la féminité, par rapport aussi du coup au reste du corps, parce que forcément le ventre ou quoi que ce soit, ou les cuisses, tout paraissait, fallait que ce soit aussi petit, on va dire. Fallait pas qu'il y ait de décalage, proportion, exactement. C'était hyper important, et je me fiche aussi un peu plus la paix depuis que j'ai fait l'opération. Il y a une partie qui a été prise en charge par l'assurance maladie, parce que justement c'était considéré comme complexe, parce que j'avais très peu de poitrine. D'accord. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait cette opération fait que je me sens aussi mieux dans mon corps, et que je suis moins à cette recherche de proportion aussi, où je me fiche plus la paix. Et c'est récent,
Ouais, c'est depuis le début d'année. Ok. Et comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même, tu passes quand même sur le billard, comme on dit. J'imagine qu'il y a des douleurs après. Enfin, comment ça s'est passé pour toi, cette opération? Le avant-après? Oui, ça fait mal, ça c'est sûr. Après, en fait, on oublie vite la douleur. Ça fait mal au début, le premier mois, puis très vite quand on peut mettre une robe et d'avoir un joli décolleté, de pouvoir de se sentir un peu plus féminine dans ses vêtements, on oublie en fait ces moments où ça a été douloureux. Est-ce que tu penses que depuis que tu as cette poitrine plus opulente, j'aime bien le mot opulent, je trouve ça marrant, est-ce que tu te sens toi différente peut-être dans ta façon de, je sais pas, de marcher, de parler, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi aussi? Ouais. Ah ouais, je le sens carrément plus, j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Après, c'est un tout, hein, c'est avec la vie, à force de travailler sur soi, plus ça. Il y a un lâcher prise total et maintenant le regard des autres est quand même beaucoup moins important, ou du moins me fait beaucoup moins peur. Ça a moins d'impact sur toi. Ouais. Quand tu as fait ton opération, comment ça a été reçu par ton entourage proche du coup? J'ai été très soutenue parce que ma mère savait à quel point c'était un complexe. Pareil, par exemple, les colos, je avais parlé un petit peu avec le temps, et je ne pouvais pas dormir sans soutien-gorge parce que je ne voulais pas qu'on voit à quel point j'ai peu de poitrine en fait. Oui, tu veux dire que le soutien-gorge mettait un peu de volume. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai pris l'habitude de dormir avec un soutien-gorge, qui n'est pas forcément très bon. Voilà. Pour tes boobs. c'est pas forcément le top. Et en fait, j'étais tout le temps avec ça, même premier copain ou quoi que ce soit. À dormir ensemble, je ne pouvais pas dormir sans soutien-gorge. Enfin, j'étais énormément complexée par ça. D'accord. Et ça, ma mère le savait bien, donc elle m'a carrément soutenue. Mes grands-parents, je pense que c'est là où je m'inquiétais le plus, parce que on parle peut-être un peu moins de certains sujets, mais je suis très très proche d'eux quand même. Donc, c'est pas la même génération non plus. Ouais, c'est ça. Donc j'avais un petit peu peur, et en fait, non, ils m'ont carrément soutenue aussi, parce que ma mère leur expliquait que c'était pas facile pour moi. Mais c'était pas un petit truc, c'était pas une lubie ou c'est ça. Un caprice, quoi. C'était un complexe de plusieurs années, et que justement, des fois, s'autoriser ce genre de choses permet de passer au-delà d'un complexe et juste de débloquer le fait de se sentir mal dans son corps, et de passer à se sentir carrément plus à l'aise. D'accord. Et du coup, alors c'est une question qui peut paraître débile, mais c'est pas indiscret, t'as mis beaucoup? Non, je voulais que ça reste, je voulais que ça reste naturel en fait. Donc le chirurgien que j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé par rapport à son discours, parce qu'on était en adéquation par rapport à ça. Il m'a dit, moi très clairement, dans mon cabinet, je fais pas de bimbo. Je fais ça tombe bien. C'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est juste pouvoir avoir un joli petit décolleté avec une robe, avoir un peu de volume, quelque chose qui se dessine, une silhouette, quoi, pas juste quelque chose de plat. Donc on était en accord par rapport à ça. Donc maintenant, je fais un bon B petit C. Donc ce qui est pas... Et du coup, parce qu'en fait, ma question, c'était vraiment, est-ce que tu as ressenti tu sais, l'équilibre du corps qui change, en fait? Donc, je sais pas, dans ta démarche, est-ce que tu as eu des courbatures? J'en sais rien, enfin, tu vois. Au début, il y a le soutien-gorge de contention, il y a les douleurs, il y a la peau, elle est tellement tendue, parce que oui, elle n'a pas l'habitude. Pas l'habitude, ouais. Donc la peau est sur tension, c'est assez douloureux. Puis après, ça finit par passer. Il faut qu'on fasse attention au début aussi. Il n'y a pas le droit de faire de sport pendant un mois. Plein de petites choses, pas le droit de porter. Donc c'est pas facile dans le quotidien à mettre en place, de rester calme, surtout que je fais plein de choses. Donc rester calme pendant un mois, mais ordre du médecin. Et après, on va dire,
s'il y a quelques petites choses assez rigolotes, quoi, qui font que, ah oui, c'est ça, d'avoir une poitrine. Genre Comme, tu peux plus passer entre deux arbres très rapprochés. par exemple, là, c'est des trucs des fois un peu bêtes, mais ça m'est arrivé de me cogner parce que j'avais l'habitude de passer dans des petits trous de souris, quoi. Et oui, ça m'est arrivé de cogner la poitrine. Ah oui, ça passe pas. Ça, le sport aussi, des fois, quand j'ai pu reprendre le sport, de courir, de sauter et de sentir que ça bouge. Faut que tu achètes des brassières bien serrées. C'est ça. On découvre des choses, c'est rigolo. C'est différent le temps que tu t'habitues en fait à ton nouveau corps. Mm. C'est quoi les parties du corps, tes parties du corps préférées aujourd'hui ou ce que tu préfères chez toi? Mes yeux. Ouais. Ça a toujours été, je me suis toujours accrochée à ça, même dans les moments où c'était difficile, ça a toujours été mes yeux. Après, maintenant j'aime beaucoup mieux avec ma nouvelle poitrine, forcément. Même si j'aurais aimé que ce soit naturel et j'aurais aimé ne pas avoir la cicatrice ou ce genre de choses. Après, je suis quand même très contente du résultat, mais c'est vrai que ça aurait été naturel, ça aurait été encore mieux. Mais sinon, je suis contente du résultat. Ça a changé ta vision de ta poitrine, ça a vraiment changé En fait, ça a changé la vision de ton corps, c'est ça? Ouais. Tu disais tout à l'heure. Ouais, beaucoup plus à l'aise. Puis après, avec le temps aussi, parce que c'est vrai qu'on a fait un écart entre mes 19 ans et aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de temps qui se sont passés. Beaucoup d'expériences de vie qui font qu'au bout d'un moment... oui, ça reste toujours le petit côté alerte quand il y a eu Noël et que on a mangé 3 gros repas. Forcément, je vais me dire là, il va falloir que je fasse un peu plus de sport. Mais vraiment, je me suis bien lâché la grappe par rapport à avant. Et je suis contente de ça. Je monte quasiment plus sur la balance. Je monte une fois tous les 6 mois peut-être sur la balance. T'as raison, faut l'acheter. Pendant un moment, je montais plus du tout dessus. Voilà, j'ai lâché prise vraiment par rapport à ça, par rapport à me sentir à l'aise dans mon corps. Et là, ça a été vraiment le petit aboutissement par rapport à l'opération en début d'année, où vraiment je regarde moins mon ventre en fait. Parce que justement, ce côté harmonieux ou quoi que ce soit, je suis moins omnibulée par mon ventre. Donc c'est chouette de se sentir beaucoup mieux dans son corps. D'accord, ok. C'est chouette ce que tu dis. Tu apportes aussi un regard sur la chirurgie esthétique qui est un peu différent au final. Parce que là tel que tu le décris, c'est comme si c'était quelque chose qui t'avait... tu travaillais déjà sur toi, sur l'estime de toi, visiblement, mais c'est comme si ça avait fait un petit boost, quoi. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai l'impression que tu le décris. Et juste, quand tu dis que tu as travaillé sur toi, est-ce que tu as vu, alors t'es pas obligé de répondre bien sûr, est-ce que tu as vu des gens, je sais pas, des psys, des médiums, des gens qui t'ont aidé à mieux t'aimer justement, à te lâcher la grappe, ou est-ce que tu n'es pas allé voir quelqu'un? J'ai une amie à ma mère qui a un cabinet bien-être, elle fait plein de choses et qui pour moi est la meilleure psy que j'ai pu voir. Elle est psychologue du coup? Elle est pas psy du tout, elle est dans le bien-être, Ah oui. Elle fait plein de choses, chromatothérapie, elle fait du vastou, enfin elle a un panel dans le bien-être assez incroyable, mais surtout c'est... Un panel qui t'a bien plu, qui correspondait bien. Tout à fait. Et c'est surtout une femme qui a vécu beaucoup de choses et qui, avec l'expérience de la vie, aussi a réussi à surmonter énormément d'épreuves et dont l'anorexie aussi. On lui fait un petit coucou. Ouais. Et on peut retrouver son histoire de vie dans Guérir est impossible, qui est maintenant publié dans la maison d'édition. D'accord. Est impossible, donc en 2 mots, impossible. C'est ça? Exactement, le petit jeu de mots. Comme quoi tout est possible. Et dans ce livre-là, justement, elle parle de pas mal d'épreuves, dont aussi le rapport au corps, l'anorexie, tout ça. Donc j'ai pu beaucoup discuter avec elle. Là, des fois, on se voit pas pendant longtemps parce qu'on a plein de choses à faire. Et des fois, je passe un week-end là-bas. Et c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et elle sait trouver les mots pour te faire avancer. Ouais, pour me faire avancer totalement. Et j'ai beaucoup évolué grâce à elle aussi. Ça a été un impact assez important dans ma vie. Et c'est pour ça que, aussi, quand elle m'a lu son livre, j'ai adoré, parce que ça me rappelle aussi sa manière
qu'elle a eu de me parler de ses propres expériences, de montrer comment elle a réussi à se relever, comment elle a réussi à en faire une force. Et pour moi, ça a été une évidence que ce livre-là devait être publié pour montrer à tout le monde qu'on peut s'en sortir, qu'on peut changer son regard sur soi, qu'on peut vouloir avancer et passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et ce livre, les retours qu'on en a, c'est qu'il fait beaucoup de bien, donc ça ne m'étonne pas. Et je suis contente que ça ait cet effet-là. Ouais. Franchement, c'est très positif, en tout cas. J'espère que les gens qui nous écoutent, peut-être que ça va les encourager finalement à aller se faire aider ou à se dire qu'effectivement, tout est possible et qu'on peut se sortir de ces problèmes-là. Merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose pour le mot de la fin ? Pour le mot de la fin, je dirais qu'il faut se lâcher la grappe par rapport à ce foutu poids. Ouais. Que comment on se voit, c'est pas comment forcément on est. T'as déjà fait de la... Oui, tu m'as dit que t'avais fait de la photo quand t'étais petite. Tu en as refait récemment ? T'aimes bien être pris en photo ? J'en ai refait, ouais, et j'aime bien. Et ça fait du bien aussi. C'est quelque chose que je peux conseiller aussi, en effet. J'ai repris un peu les défilés de mode vers l'âge de 17-18 aussi, mais amateur comme ça. Et ça fait du bien pour l'estime aussi de soi. Donc les photos, les défilés, et écrire aussi par rapport des fois à comment on se perçoit ou comment les choses qu'on ressent. Il y a plein de possibilités pour évoluer d'une manière ou d'une autre, et il faut juste trouver la bonne, celle qui nous correspond le mieux. Ben voilà, c'est un super conseil, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et puis qui sait, peut-être qu'on fera encore un podcast ensemble. Il y a un podcast qu'on avait fait sur l'humain derrière l'étiquette, si vous voulez découvrir l'univers professionnel de son nom de scène, Julis Tilde. J'en profite pour parler d'un livre qui allait peut-être paraître, alors pas forcément tout de suite, mais est-ce que tu veux en parler maintenant ? Oui, avec plaisir. En fait, ça fait longtemps qu'on me demande d'écrire par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, harcèlement scolaire, par rapport à la dyspraxie, par rapport au poids, par rapport à tout ça. Parce que y a eu une sacrée évolution, parce que maintenant j'ai ma maison d'édition, j'écris des bouquins, tout ça, donc comme le disent beaucoup, une belle revanche. Ouais. Donc j'ai commencé un peu à l'écrire, je sais que je terminerai le projet, je sais juste pas encore quand, parce que contrairement à un livre fantastique ou fantasy où je suis dans un autre univers, je déconnecte entièrement, là pour le coup, je me reconnecte. Ouais, je me reconnecte à des moments pas faciles et je veux pas du tout que ce livre soit dramatique. Enfin, voilà, je veux au contraire y apporter la légèreté, de l'humour. Alors j'essaye de jouer sur des sauts de temps, de temporalité entre passé et présent. Donc ça me demande beaucoup de travail et c'est pas évident comme défi à relever, mais tu vas y arriver. Il sera là. Et j'ai hâte de le lire. Merci beaucoup Julis et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.